Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice qui porte sur les fonctions trigonométriques dans le cadre de révision pour le bac 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité. Éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai. Alors pour les fonctions trigonométriques, je ne vous cache pas qu'il y a très peu de chances pour que vous ayez un exercice portant uniquement sur les fonctions trigonométriques, mais je vais vous proposer un exercice qui va permettre de réviser un certain nombre de notions utiles pour le bac, et puis dans les exercices où il y a des affirmations ou des QCM, il arrive que les fonctions trigonométriques sont mises en jeu. Partie A, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIJ. Gamma est le quart de cercle de centraux et d'extrémité IJ. Donc voilà une figure où vous avez le quart de cercle gamma qui est représenté. Le point M est un point du quart de cercle gamma. Ici, il faut que je modifie. Associé au réalité de l'intervalle 0 pi sur 2. Le point S est tel que le quadrilatère MOIS soit un losange. MOIS est un losange. Alors, on aurait pu écrire le point S est tel que MOIS soit un parallélogramme, mais comme la longueur OM et la longueur OI sont égales, et égales à 1 d'ailleurs, MOIS est un losange. Le point A est le projeté orthogonal du point S sur l'axe des abscisses. Le point B est le projeté orthogonal du point S sur l'axe des ordonnées. Pour toute réalité de l'intervalle 0 pi sur 2 fermé en 0 fermé en pi sur 2, f de t est l'aire du rectangle BOA. Question 1. Montrez que pour toute réalité de l'intervalle 0 pi sur 2, f de t égale sinus t facteur de 1 plus cos t. Question 2. Justifiez que pour toute réalité de l'intervalle 0 pi sur 2, f' de t égale cos t plus 1 facteur de 2 cos t moins 1. Question 3. Étudiez les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 pi sur 2. Question 4. Déterminez les longueurs des côtés du rectangle BOA d'aire maximale. Représentez le rectangle BOA d'aire maximale. Partie B. On rappelle que la fonction petit f est définie sur 0 pi sur 2 par f de t égale sinus t facteur de 1 plus cosinus t. C de f est la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Premièrement, E est le domaine du plan délimité par les droites d'équation x égale 0, x égale pi sur 2, l'axe des abscisses et la courbe C de f. Calculez l'aire S du domaine E en unité d'aire. Question 2. Calculez la valeur moyenne mu de la fonction petit f sur l'intervalle 0 pi sur 2. Question 3. On admet que la droite d'équation y égale mu coupe la courbe C de f en un point K d'abscisse lambda. Sur le graphique donné ci-dessous, on a assuré le domaine E, un ensemble des points M de coordonnées xy, tel que x soit compris entre lambda et pi sur 2 et y est compris entre mu et f de x. Alors, voici le graphique. Question A. Assurer un domaine E2 de même aire que le domaine E1. Petit b. Définir le domaine E2. Voilà, évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et de chercher cet exercice. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Alors, question 1 de la partie A, montrer que pour toute réalité de 0 pi sur 2, f de t égale sinus t facteur de 1 plus cosinus t. Je rappelle que f de t, c'est l'aire du quadrilatère BOA qui est en fait un rectangle. Et comme BOA est un rectangle, son aire, c'est par exemple OB multiplié par BS. Bon, il y a d'autres façons de procéder, mais bon, je préfère le faire comme ça. Donc, OB qu'on connaît, puisque OB, ça va être sinus t, multiplié par BS. Alors, BS, c'est BM plus MS.
Et donc l'aire du rectangle bois, COB, multiplié par. Alors BM, et ben si on projette orthogonalement le point M en un point C, là le quadrilatère OCMB est un rectangle, donc en fait BM c'est aussi OC. Et puis MS, puisque c'est un des côtés du parallélogramme MOIS, c'est aussi OI. Et donc on va obtenir que f de t est égal à... Alors OB sinus t, multiplié par, et puis OC c'est cos t et OI c'est 1. Bon, ici c'est pour tout réel t, évidemment l'intervalle 0 pi sur 2. Et donc c'est écrit un petit peu autrement, f de t c'est bien sinus t facteur de 1 plus cos t. Question 2, justifier que pour tout réel t de l'intervalle 0 pi sur 2, f' de t égale cos t plus 1 facteur de 2 cos t moins 1. Alors nous savons que f de t c'est sinus t multiplié par 1 plus cosinus t. Donc f en fait est le produit de deux fonctions. Et on a u de t, c'est sinus t. Ce qui nous donne pour u' de t cosinus t. Et puis on a v de t égale 1 plus cosinus t, donc v' de t est égal à moins sinus t. Et comme f s'écrit u fois v, f' c'est u' v plus uv'. Bon, on va pouvoir calculer f' de t. Donc, en fait, la première fonction sinus t, on la dérive. On la multiplie par la deuxième fonction. Et puis, ensuite, on garde la première fonction qu'on multiplie par la dérivée de la deuxième, qui est moins sinus t. Donc, f' de t va être égal à... En développant, puisqu'on ne peut pas factoriser ici, a priori, cos t plus cosinus carré t moins sinus carré t. Alors, quand on regarde le résultat qui est demandé, il n'y a que du cosinus t dans ce résultat, donc sinus carré t, il faut le modifier. Et on connaît une formule fondamentale qui dit que sinus carré t, c'est 1 moins cosinus carré t. Ici, ne pas oublier les parenthèses. Et donc, f' de t va être égal à cosinus t plus cosinus carré t moins 1 plus cosinus carré t. On va ranger un petit peu, et puis en fait, ça ressemble à un polynôme du second degré en cos t, donc 2 cos carré t plus cosinus t moins 1. Là, ici, on a ce qu'on appelle une forme développée, et quand on regarde le résultat, il nous faut une forme factorisée. Alors, comment on donne le résultat? Eh bien, la forme factorisée qui est donnée, on va la développer et puis vérifier qu'on retombe bien sur cette forme développée que nous avons obtenue. Donc la forme factorisée donnée cos t plus 1 facteur de cos t moins 1. Donc on développe cos t multiplié par 2 cos t 2 cosinus carré t. Cos t multiplié par moins 1 moins cos t. 1 multiplié par 2 cos t plus 2 cos t, et puis 1 multiplié par moins 1. Donc on obtient 2 cosinus carré t plus cosinus t moins 1, et c'est la forme développée qu'on avait obtenue pour
f' de t. Et donc on peut dire que quel que soit t appartenant à 0 pi sur 2, eh bien f' de t est égal à cos t plus 1 facteur de 2 cos t moins 1. Alors je vais revenir un tout petit peu en arrière. Quand on a obtenu la forme développée de f' de t, si on ne nous avait pas donné le résultat, eh ben, il aurait fallu penser à faire un changement de variable, par exemple grand T égale cosinus T, et donc c'était de la forme 2 grand T carré plus grand T moins 1, et puis on aurait factorisé le polynôme du second degré, et on aurait pu obtenir le résultat. Voyons cette méthode, donc je vous la donne en complément, elle n'est pas dans le corrigé. Donc 2 cosinus carré t plus cosinus t moins 1, c'est en fait 2t carré plus 2t moins 1 quand on pose grand T égale cos t. Et donc avec le polynôme du second degré que nous avons fait apparaître, on peut poser a égale 2, b égale 1, c égale moins 1, on va calculer delta, b carré moins 4ac. Alors je vais me mettre bout à bout pour gagner de la place. B carré 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Donc ça va nous donner 1 plus 8, c'est-à-dire 9. Donc delta est strictement positif. Donc on sait que dans ce cas-là, le trinôme 2t carré plus 2t plus t moins 1, pardon, à 2 racines réelles distinctes. Donc le trinôme, un trinôme c'est un polynôme du second degré, un tri pour 3 termes. 2t carré plus t moins 1 à 2 racines réelles distinctes qu'on va appeler t1 et t2. Alors, calculons T1. T1, on sait que c'est moins B. Alors, moins racine de delta divisé par 2A. C'est-à-dire ici. Alors, moins B, ça donne moins 1. Moins 3, puisque la racine carrée de 9, c'est 3, divisé par 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Et on va obtenir moins 4 divisé par 4, moins 1. Et puis T2, moins B plus racine de delta, divisé par 2A. Et donc on va obtenir moins 1 plus 3 divisé par 4, c'est-à-dire moins 2 divisé par 4, moins 2 divisé par 4 va vous donner moins 1 demi. C'est moins 1 plus 3, 2 divisé par 4, plus 1 demi. Ah, je suis toujours aussi distrait. Donc, on a deux racines, T1 et T2, qui valent moins 1 et 1 demi. Alors, on va faire intervenir le cours de première sur le second degré. Alors, on sait, d'après ce cours, que 2t carré plus t moins 1, alors on met petit a en facteur, c'est facteur de t moins t1, facteur de t moins t2, et donc on va obtenir 2 facteur de t. Alors, moins 1 plus 1, et puis t moins 1 demi. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire t plus 1, et puis 2 facteurs de t moins 1 demi, ça donne 2 grand t moins 1, ce qui fait que 2 cosinus carré t plus cos t moins 1 est égal à cos t plus 1 facteur de 2 cos t moins 1, qui était le résultat attendu. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir besoin de ce genre de méthode? C'est par exemple quand on veut résoudre une équation. On pourrait vous demander le jour du bac, résoudre l'équation de cosinus carré t plus cos t moins 1 égale 0 dans un certain intervalle,
Donc grand R, ça m'étonnerait. Vous avez dû voir cette méthode notamment avec des polynômes du second degré où vous aviez des changements de variables à faire, par exemple avec ln de x ou exponentielle x. Et ça peut tomber au bac. Question 3, étudier les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 pi sur 2, et nous on connaît la dérivée, f' de t cosinus t plus 1 facteur de 2 cos t moins 1. Donc si on connaît le signe de chaque facteur, on pourra en déduire le signe de f' de t. Alors, on sait que cosinus t est compris entre moins 1 et 1 en général, et donc quand on ajoute 1, ça va être forcément un nombre positif, alors il pourrait éventuellement s'annuler, mais ici on a t qui appartient à 0 pi sur 2. Donc on va voir que quand t est compris entre 0 et pi sur 2, eh bien, on peut dire que la fonction cosinus, elle est... je vais la représenter rapidement comme ça. La fonction cosinus, sur 0 pi sur 2, elle est décroissante. Alors, on peut le lire aussi avec un cercle trigonométrique, mais bon, cosinus pi sur 2, c'est 0, cosinus 0, c'est 1. Et une tangente horizontale au point d'abscisse O, mais bon, elle est décroissante. C'est pas joli, mais c'est comme ça. Alors, cosinus 0, du coup, va être supérieur ou égal à cosinus t, là je vais mettre des parenthèses, supérieur ou égal à cosinus pi sur 2. Et donc, on va avoir 1 qui va être supérieur ou égal à cos t, qui va être supérieur ou égal à 0. Et nous, on veut cos t plus 1, donc on va ajouter 1. Donc ça va nous donner 2 supérieur ou égal à 1 plus cos t supérieur ou égal à 1. Et donc on va pouvoir dire que je suis mis 1 plus cos t ou cos t plus 1, c'est pareil. Je vais écrire cos t plus 1 puisque c'était le premier facteur dans f' de t. Et donc cos t plus 1 est bien strictement positif. Bon, alors ça veut dire que f' de t a même signe que le deuxième facteur. C'est-à-dire 2 cos t moins 1. Alors 2 cos t moins 1, là, ça vaut 0 quand cos t vaut 1,5. Ce qui veut dire qu'ici, si on se place à 1,5 et qu'on trace une horizontale, eh bien on rencontre la courbe de cosinus en un point. Et puis, pour ce point, on sait que normalement, le cosinus de pi sur 3 est égal à 1,5. Et donc, on va étudier le signe de cos t moins 1. Donc on va résoudre une équation de cos t moins 1 plus grand que 0, ce qui veut dire que 2 cos t est plus grand que 1, c'est-à-dire cosinus t plus grand que 1,5. Alors on a deux solutions là quasiment, Vous pouvez représenter la fonction cosinus comme je l'ai fait précédemment, ou bien utiliser un cercle trigonométrique. Bon, alors si on utilise par exemple la courbe représentative de cosinus sur 0 pi sur 2, désolé pour le tracé, c'est à la main. Donc on a 1,5 ici, on a la courbe de cosinus, on trace donc une horizontale, qui est la droite d'équation y égale à 1,5, elle rencontre la courbe de cosinus en un certain point, dont l'abscisse est pi sur 3. Donc quand est-ce que cosinus t est plus grand que 1,5, on peut colorier en bleu, plus grand que 1,5, eh bien ça correspond au morceau de la courbe de cosinus que je vous colorie en bleu, c'est-à-dire c'est quand t est compris entre 0 et pi sur 3.
Alors 0, on le garde. Pi sur 3 est exclu puisqu'on ne veut pas ici que le cosinus t soit égal à 1,5. Bon, et puis avec ça, on a forcément le signe de 2 cos t moins 1. Hein, quand t va être strictement plus grand que pi sur 3 et inférieur ou égal à pi sur 2, évidemment, on aura cos 2 cos t moins 1 qui sera négatif. Et puis, il y a le fameux point d'intersection que je vais colorier en vert qui correspond, qui a pour abscisse pi sur 3. Bon. Alors, la méthode avec le cercle trigonométrique, que j'ai appelé gamma ici, c'est pas le gamma de l'énoncé, mais peu importe. Et puis, on a tracé, en fait, la droite d'équation x égale 1,5, ici, verticale. Bon, elle coupe le cercle trigo en deux points A et B, A pour correspond à l'angle de pi sur 3, B à moins pi sur 3. Bon, nous, on va se restreindre après à 0 pi sur 2, mais si on vous demandait de résoudre cette inéquation dans moins pi plus pi, par exemple, c'est ce qu'il faudra utiliser. Et donc, cosinus t plus grand que 1,5, c'est colorié en bleu ici, ça correspond à t compris entre 0 et pi sur 3. D'après le cercle trigonométrique, et puis ce qui a été fait ici. Donc à l'écran, vous voyez que j'ai commencé le tableau de variation de la fonction f. Alors il nous manque l'image de 0 par exemple. Alors f de 0, c'est sinus 0, facteur de 1 plus cos 0. Sinus 0 vaut 0, on va obtenir 0. Ça sera détaillé dans la correction. On va avoir besoin aussi par exemple de f de pi sur 2. Alors, c'est sinus pi sur 2, facteur de 1 plus cosinus pi sur 2, et là, on veut obtenir sinus pi sur 2, ça vaut 1, cosinus pi sur 2 vaut 1, donc on va obtenir 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Donc, l'image de pi sur 2 par f, c'est 1. Alors, il nous manque f de pi sur 3, c'est sinus pi sur 3, facteur de 1 plus cosinus pi sur 3. Alors, cosinus pi sur 3, on l'a déjà vu, c'est 1,5. Sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, multiplié par 1 plus 1,5, c'est-à-dire 3,5. Et 3,5 multiplié par racine de 3 sur 2 va vous donner 3 racines de 3 sur 4. Et donc, on peut indiquer ici la valeur 3 racine de 3 sur 4, dont on peut vérifier qu'elle est plus grande que 1 quand même, vu les variations. Bon. Question 4. Déterminer les longueurs des côtés du rectangle boédère maximal. Représenter le rectangle boédère maximal. Alors déjà, l'aire du rectangle boa est maximale, ça veut dire que f de t est maximale. Et on vient de obtenir les variations de la fonction f, et donc ça veut dire que t égale pi sur 3. Et puis, si on se rappelle un petit peu la figure avec le rectangle boa, on peut se dire que OA vaut, et puis OB vaut. Alors OB, c'est sinus t, c'est-à-dire sinus pi sur 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Et puis OA, c'est 1 plus cos t en fait. Et donc 1 plus cosinus pi sur 3, c'est-à-dire 1 plus 1,5, 3,5. On a quasiment fait le calcul quand on a calculé f de pi sur 3. Donc en fait, les longueurs des côtés du rectangle boédère maximal, c'est 3,5 et racine de 3 sur 2, dont l'aire vaut bien 3 racine de 3 divisé par 4, qui est l'aire maximale qu'on a trouvé précédemment. Alors donc ce rectangle boédère maximal est tel que t égale pi sur 3. Donc pour le représenter, par exemple ici, le projeté orthogonal de
de M sur l'axe d'abscisse, ce que j'avais appelé le point C, c'est le milieu forcément du segment OI. Ce qui fait qu'il suffit, par exemple, de tracer la droite d'équation. X égale 1,5. Elle coupe, passant par le point C, elle est orthogonale à l'axe d'abscisse, elle va couper gamma en ce point M qui nous intéresse. Bon, ensuite, ça ne doit pas être trop difficile de tracer, par exemple, le losange MOIS à la règle au compas, et puis d'obtenir les points B et A. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus. Voilà notre rectangle BOA d'air maximal. Ici, j'ai indiqué avec GeoGebra l'angle en degrés, 60 degrés. Évidemment, c'est pi sur 3. Petite cerise sur le gâteau, avec une construction avec GeoGebra, j'ai créé un curseur T ici qui varie entre 0 et pi sur 2. Voilà, on va effectuer une petite animation. Cette fois, pour le plaisir des yeux. Dans le graphique 2, vous avez un point P d'abscisse T d'ordonner l'aire du rectangle BOA. Il atteint son maximum quand P est en un point H. H, ses coordonnées, vous les avez tout en haut, environ 1,0472. C'est en fait une valeur approchée de pi sur 3. Et puis l'ordonnée, 1,299, c'est une valeur approchée de 3 racines carrées de 3 sur 4. Bon, là, ici, on voit bien que pour T égale pi sur 2, le point P a pour ordonnée 1. On avait trouvé f de pi sur 2 égale 1. Et on avait trouvé aussi f de 0 égale 0. Cercle rectangle ici, quand T vaut 0, est aplati. Vous avez l'angle en degrés, ce qui fait que pour 60 degrés, voilà, le point P et le point H sont confondus. Partie B, qui est quasiment indépendante de la partie A. Première question, calculer l'RS du domaine E en unité d'air, et on disait que E est le domaine du plan délimité par les droites d'équation x égale 0, x égale pi sur 2, l'axe d'abscisse et la courbe C de F. Alors on peut traduire le domaine E d'une autre manière. Le domaine E, c'est en fait l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x soit compris entre 0 et pi sur 2. Et comme la fonction f est dérivable, donc continue sur 0 pi sur 2 et qu'elle est positive d'après les variations, on a en fait y qui est compris entre 0 et f de x. Et donc l'aire du domaine E, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de, alors je vais l'écrire plutôt f de t puisqu'on l'a sous la forme f en fonction des t, et puis évidemment c'est en unité d'air, mais bon. Donc S, ça va être en fait, S qui est l'aire de E, ça va être un certain grand f de pi sur 2 moins grand f de 0, où grand f est une primitive de petit f. Donc on a besoin d'une primitive de petit f. Sur 0 pi sur 2 ici, ça nous suffit. Bon. On sait que f de t, c'est sinus t, facteur de 1 plus cos t. Alors ici, on va poser u de t à z. On va poser u de t égale 1 plus cos t. Ce qui va nous donner u' de t égale moins sinus t. C'est quasiment ce qu'on a devant 1 plus cos t ici. Sinus t devant 1 plus cos t. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que f, c'est moins u'. Parce que moins u', ça donne sinus t. Eh bien, U. Et puis dans notre cours, on a une primitive
qui va être moins, alors une primitive de U', c'est un demi de U au carré. Évidemment, plus une certaine constante, quand on regarde à 0 ici, pour pas s'ennuyer dans les calculs. Ce qui fait que grand F de t, c'est moins un demi de 1 plus cos t au carré. Bon, il nous suffit de calculer maintenant petit s. Donc, grand F de pi sur 2, ça va être moins un demi de 1 plus cosinus pi sur 2, le tout au carré. Et donc, c'est égal à moins un demi. Cosinus pi sur 2, on sait que c'est égal à 0, donc moins un demi. Et grand F de 0 va être égal à moins un demi de 1 plus cosinus 0, le tout au carré. Cosinus 0 vaut 1. Donc ici, on va obtenir 1 plus 1, 2, 2 au carré, 4, 4 multiplié par moins 1,5, moins 2. S va donc être égal à moins 1 demi, moins 2. C'est-à-dire moins 1 demi plus 2. Donc S, c'est moins 1 demi plus 4 demi, 3 demi. Question 2, calculer la valeur moyenne mu de la fonction petit f sur 0 puis sur 2. Alors d'après le cours, on sait que pour calculer la valeur moyenne, eh bien, on a une formule, c'est 1 divisé par la différence des bornes, la borne supérieure moins la borne inférieure, intégrale de 0 à pi sur 2 de f de t dt, qu'on vient de calculer. Donc mu, ça va être l'inverse de pi sur 2, c'est-à-dire 2 sur pi, multiplié par cette intégrale qui vaut 3 demi, d'après les questions précédentes. Et donc, on va pouvoir dire que mu est égal à 3 divisé par pi. Alors, comme pi est un peu plus petit que, est environ égal à 3,14, pardon, mu va être un peu plus petit que 1, mais assez proche de 1. Question 3, assurer un domaine E2 de même aire que le domaine E1. Alors le domaine E1, en fait, on peut le dire que c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que lambda inférieur égal à x, inférieur égal à pi sur 2, et puis on a y qui est compris entre mu et la f de x, ou f de t si on veut. On va plutôt mettre f de x, puisqu'ici on a mis x. Respectons les variables. Bon. Et donc, on veut un domaine E2 de même aire que le domaine E1. Puisqu'on a tracé la droite de l'équation y égale mu, alors je vais essayer d'assurer comme je peux. Je vais prendre du rouge. Et donc, vu la définition de la valeur moyenne, voilà le domaine E2 que je suis en train de vous assurer à peu près. E2. Voilà, c'est le domaine E2 qu'on nous demande de définir ensuite. Pour l'instant, je vais me contenter de l'avoir assuré. Donc l'aire sous la courbe, c'était 3 demi. On l'a vu tout à l'heure. Et puis, comme on a fait apparaître la droite d'équation y, la valeur moyenne de f sur l'intervalle 0 pi sur 2, l'aire du domaine E1 est compensée par l'aire du domaine E2, puisque nous avons par exemple pi sur 2, pi sur 2 ici. En hauteur, on est à 3 sur pi, y égale mu, 3 sur pi. Donc si on fait apparaître un certain rectangle O, alors il faudrait mettre le point ici juste en dessous de J qui
Je vais l'appeler A, mais bon, A. Ici, on aura un point B. Ici, on aura un point C, par exemple. Et puis, l'aire du rectangle OCBA est égal à 3 demi. Bon. Question 3b, définir le domaine E2. Et donc E2, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que x va être compris entre 0 et lambda, qui était lambda l'abscisse du point K, point d'intersection de la droite d'équation y égale mu et la courbe de f. Et puis on a y qui va être compris entre la courbe de f ici va nous donner f de x, et puis ici on a mu. Voilà donc la définition du domaine E2. Donc l'aire de E2, en fait, si on voulait la donner, c'est l'intégrale de entre 0 et lambda de mu moins f de x dx. Je vais mettre des parenthèses. Petite cerise sur le gâteau, alors je vais utiliser une calculatrice TI, alors ce sera peut-être pas évident pour ceux qui n'ont pas ce modèle. Bon, sur une TI, déjà vérifier qu'on est bien en mode radian ici. Et puis on va dans le menu f de x, dans y1, on va taper notre fonction qui était sinus de x, puisque la variable c'est automatiquement x ici, multiplié par 1 plus cosinus x. Bon, dans Y2, bon, enfin après, on placera la valeur moyenne. Alors, évidemment, avec les valeurs entre 0 et pi sur 2, bon, il faut régler la fenêtre. Je vais régler la fenêtre, x0, x max, pi sur 2. Alors, pi, on l'a quelque part. Divisé par 2. Bon, pour la graduation, moi je disais à mes élèves d'utiliser plutôt pi sur 12, comme ça on va de 15 degrés en 15 degrés, et donc 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Bon, y min, on pourrait placer 0, puisque f de 0, 0, mais f de pi sur 3, on avait trouvé un nombre, 3 racines carrées de 3 sur 4, qui valait à peu près 1,3. On a vu ça avec GeoGebra, donc je vais mettre 1.5, puis là je vais quand même mettre un moins 0 point quelque chose, tiens, moins 0,25 par exemple, et puis je vais prendre une graduation de 0,25 en 0,25 pour les y. Bref. Donc voilà la courbe de f. Alors on va maintenant placer la valeur y égale 3 divisé par pi. C'est la valeur moyenne, graphe, voilà. Bon, elle coupe bien cette droite, la courbe de f en un seul point, puisque f de pi sur 2 c'est 1 et 1 c'est plus grand que 3 sur pi. On pourra le démontrer avec notamment le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, des variations de f, en distinguant deux cas. Premier cas, on travaille sur 0, pi sur 3, ensuite on travaille sur pi sur 3, pi sur 2. Bon, c'était pas demandé dans l'énoncé. Alors ici, avec cette calculatrice, on peut obtenir quasiment les coordonnées du point, je crois qu'on l'avait appelé K, qui est l'intersection entre la première courbe, la deuxième courbe, et puis entrée, et puis on va avoir, voilà, donc une valeur approchée en fait de lambda, qui est écrit tout en bas, et c'est dans la mémoire x. Alors, du coup, je vais quitter, et puis x, je vais le stocker. Alors, lambda, on peut pas sur cette calculette, donc je vais appeler L.
l'abscisse de ce point d'intersection. Bon, et puis son ordonnée, c'est 3 divisé par pi. Je pourrais le stocker dans une mémoire. Bon, il ne veut pas sortir. Donc 3 divisé par pi. Voilà. Et ben c'est pas gagné tout ça. Je vais stocker dans une mémoire M. C'est la moyenne, hein, la valeur moyenne de f sur 0 pi sur 2. Bon. Ce qui fait que dans f de x, bah ici j'aurais pu mettre grand M. Hein. Maintenant. Voilà. Ça me donne évidemment la même figure. Alors on va chercher l'intégrale, par exemple, de 0 à L de f de x dx, c'est l'aire du domaine E2. Allons-y. On aurait pu déjà commencer par essayer de calculer aussi, grâce au menu maths, et puis l'intégrale d'une fonction. On aurait pu déjà commencer par 0 jusqu'à pi divisé par 2. Alors en fait, f de x c'est y1, variable y1 de x. Je vais mettre x comme variable ici, j'aurais pu mettre t, c'est 3,5. Hein. Voilà. 1.5 qui est aussi 3,5. Et puis, bah, maintenant je vais faire précédent, et puis on doit calculer l'aire du domaine E2. Alors l'aire du domaine E2, alors, je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise, voilà. L'aire du domaine E2, on sait que on a besoin d'écrire ici comme borne de l'intégrale en fait grand L, c'est lambda. Et puis on doit aussi indiquer dans la fonction que ça doit être grand M moins Y1 de X. Donc je vais insérer grand M moins, voilà, Y1 de X dx, que je vais mettre dans une mémoire par exemple A. Donc c'est l'aire du domaine E2. Et pour le domaine E1, en fait, il faut changer les bandes de l'intégrale déjà. Parce que là, on va aller de x variant de L. Voilà, L à pi sur 2. Et au niveau de la fonction, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est l'opposé. Donc je vais supprimer M, et puis on va avoir moins M ici, f de x moins la valeur moyenne de x, et on va la placer dans une mémoire B. Et on trouve la même valeur rapprochée. On peut aussi calculer A moins AB. A moins B, ça nous donne 0. Bon, donc l'aire du domaine 1 et l'aire du domaine 2, semblent bien être les mêmes. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Nous sommes le 17 mai 2025. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.